Salut Emmanuel. Bonjour, comment tu vas? Bah, écoute, super. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview donc, pour le club digital de l'EM Lyon. Avant de démarrer, je vais tenter un fast pitch, un petit peu de qui tu es, ce que tu as fait jusqu'à présent. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as fait des smartphones avec Doro, qui était un smartphone simple d'utilisation pour les seniors. Tu as fait du PC dans le cloud avec Shadow et tu es devenu une sorte d'icône en fait, pour toute une génération qui fait qu'à chaque fois que tu dis à un gamer Emmanuel Freund, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Tu te lances dans un jeu vidéo intelligent pour les enfants avec PowerZ dont on va parler en fait juste après. Et ce que je trouve intéressant en fait, dans ton parcours, c'est toi tu dis je veux changer le monde, mais tu essayes de changer le monde un peu différemment, chaque fois en fait avec une mission en cassant les codes, sans te prendre au sérieux et avec ton franc-parler. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est tu retiens quoi de ton parcours jusqu'à présent? Je retiens quoi? Justement, pas grand-chose en fait. Je pense que à chaque fois, je retiens que c'est facile de créer quelque chose et effectivement que d'une certaine façon, tout est possible. On le dit régulièrement. Il y a ce côté de toutes les startups un peu à l'américaine et un peu et un peu trop redit de la Silicon Valley. De chaque startup veut changer le monde, qu'il fasse une mémoire USB ou une canette pour boire de l'eau. Enfin, dans tous les cas, c'est pour changer le monde. Mais en réalité, je pense que effectivement, faut avoir cette envie quand tu crées quelque chose, faut avoir envie de changer quelque chose, faut avoir envie de créer quelque chose et de créer à ton petit niveau, mais de créer aussi, avoir des implications avec une grande ambition. Et voilà, ce que je retiens, c'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est rêver, j'adore embarquer des gens avec moi et pour construire quelque chose derrière. Et c'est vrai que quand on regarde tes entreprises, tu parles souvent de mission, d'embarquer effectivement les gens, de démocratisation, de faire évoluer en fait les choses. Pourquoi c'est tellement important pour toi, ces éléments-là? Et bien écoute, j'en ai parlé pendant à peu près 15 ans avec mon psy, qui a deux ou trois. Non, pourquoi c'est tellement important? Parce que d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que on a la chance d'être dans un pays civilisé qui n'est pas en guerre. On a la chance d'être dans une catégorie de population qui n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il a à manger, de comment il est intégré, de plein de choses comme ça. Si nous, on n'essaye pas de changer le monde et de l'améliorer, personne ne le fera. Si nous, on ne prend pas en main le destin, même pour tous les autres de tout ça, et qu'on n'essaye pas de… Bon, ça ne se fera pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a la possibilité. Et encore une fois, quand c'est un peu… Tu vois, il y a cette sorte j'en ai beaucoup parlé avec plein d'amis, il y a cette sorte de fatalité du travail, d'une certaine façon, là où dans la société actuelle, tu vas choisir un travail dans des sociétés qui voudront bien te prendre. On espère un peu en fonction de tes envies pour payer ton loyer et pour pouvoir vivre d'une certaine façon. Et c'est quelque chose d'accepter, de valider, ce qui date en fait de 100 ans, de 150 ans, de 200 ans, même beaucoup plus longtemps. C'est normal que ton travail n'ait pas réellement de sens dans ta vie, d'une certaine façon. Potentiellement. Il y en a pour qui ça a beaucoup de sens, d'autres qui vont travailler pour des entreprises dont ils ne connaissent pas réellement les buts. Avoir l'impression que tu peux faire quelque chose et quand tu fais que ton travail, finalement, c'est ta vie et que tu bâtis quelque chose et que tu sais pourquoi tu le fais, c'est mille fois plus beau et mille fois plus important. Quand en plus tu partages avec une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, une centaine de personnes, il y a quelque chose qui arrive, qui sont tous les bons sentiments de l'être humain qui ressortent et je trouve ça, c'est un vrai émerveillement. C'est une vraie passion de voir que tu construis quelque chose ensemble et que tout le monde finalement s'aime d'un coup et tu oublies tous les problèmes petits que l'humanité peut avoir. Donc oui, j'adore ce moment-là où tu as l'impression que tu rêves ensemble à plusieurs. Et tu dis un autre truc qui m'a beaucoup marqué, tu dis croire que tout est possible est naïf, et si la naïveté était un pouvoir. Donc c'est ce que vous avez mis d'ailleurs hein, sur le site de PowerZ, pardon. C'est important d'être naïf pour entreprendre. Bah, c'est très important quand tu regardes, en fait, c'est marrant, tu demandes à un enfant de 8 ans comment il va arrêter les guerres, comment il va résoudre la faim dans le monde, comment il va diminuer la pollution, comment il va parler à des extraterrestres, toutes ces choses-là, il aura 10 idées à chaque fois. Pour arrêter le Covid aussi et pour que les facteurs ne l'attrapent pas, il va t'inventer un système dans les égouts avec des bras mécaniques qui vont donner les lettres dans chaque porte, véridique. La seule autre personne qui peut inventer un truc comme ça, c'est un Elon Musk, par exemple. Et en fait, tu vois qu'ils sont assez similaires, ces deux types de personnes. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire que tu vas avoir plein de possibilités et après, tu vas essayer de les réaliser. Et au fur et à mesure que tu vas tomber sur des problèmes, tu vas essayer de les contourner, de les passer, etc. Et ça, cet esprit-là que tu as quand tu as 8 ans, une sorte de,
je ne sais pas si c'est une foi inébranlable dans le futur ou dans tes propres capacités, c'est un mix d'un peu tout ça. Tu perds complètement, pour la plupart des gens et même pratiquement tout le monde, tu perds complètement à 18 ans. Là où quand tu demandes à quelqu'un de 18 ans, de 20 ans, bon ben voilà, comment tu fais pour résoudre la faim dans le monde ou le Covid, il dit ben, je vais porter un masque. Et c'est plus exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a plein de barrières qui se sont posées, qui se sont mises. Oui, je pense que c'est extrêmement important de garder cette naïveté d'une certaine façon, cette foi que tu peux faire quelque chose et que tout le monde à son propre niveau peut faire quelque chose d'aussi important qu'il soit. En fait, d'une certaine façon, si j'avais envie, alors je suis très imbu de moi-même, hein, mais si j'ai envie demain de faire de l'histoire de l'art, je trouverais 10 façons de vivre de ma passion, l'histoire de l'art, que ce soit en faisant un site internet sur l'histoire de l'art avec une idée un peu marrante, que ce soit en faisant des cafés-concerts, même en Covid, enfin ce que tu veux, avec des galeries, etc. Il y a plein de moyens de le faire. Si un étudiant, encore une fois, aujourd'hui, fait une thèse d'histoire de l'art, bah, le lendemain, quand il va regarder le marché du travail, qui est même un nom assez abject, il va se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de débouchés, c'est aussi un nom assez abject, pour l'histoire de l'art. Et donc, finalement, il va faire autre chose qui a strictement rien à voir. Vendre des chaussures, ce qui est bien aussi, hein, mais ce qui n'est peut-être pas sa passion. Donc, cette idée-là, c'est de dire, il faut garder ce pouvoir des enfants, cette magie des enfants de se dire, je peux faire de l'histoire de l'art parce que ça m'intéresse. Si ça m'intéresse, ça intéresse évidemment d'autres personnes aussi. Et parler d'une passion, c'est 1000 fois plus beau que de parler de quelque chose qui ne me passionne pas. Et donc, je vais réussir à en faire quelque chose d'intéressant. Alors, dans tes aventures entrepreneuriales, il y a forcément Shadow, qui a été une super aventure. Alors, tu le décrivais en fait à l'époque comme devenir le Google français. Tu retiens quoi en fait de cette aventure sur Shadow? Question un peu bête, c'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quoi un peu ton souvenir le plus difficile en fait sur cette aventure-là? Mon meilleur souvenir, c'est encore une fois, et c'est ce que je retiens un peu de tout ce que je fais, c'est que c'est quelque chose que je n'ai pas fait seul. Et quand tu commences en disant un truc tout bête, tiens, si on faisait un ordinateur et qu'on allait faire une boîte qui dépasse Google et qu'on montre que la techno en France c'est possible et de faire un truc meilleur que d'être à la pointe de la technologie et tout ça, bah, au départ, quand on t'écoute, ça semble assez faux. Quand tu dis d'ailleurs que tu vas faire un ordinateur high-tech français à partir de rien, tu vois, bah, la plupart des gens, particulièrement en France, te rient au nez en disant bon, super, mais tu imagines déjà le truc hyper gros, hyper lourd qui est absolument pas efficace et de te dire bon, je vais prendre de la vraie tech chez HP, chez Acer, chez Asus, chez Nvidia, enfin ce genre de choses. Et puis dès que ça marche, dès que tu montres que effectivement tu es capable d'avoir une techno qui surpasse les plus grands, là tout d'un coup, et ça montre qu'il y a une réelle appétence, il y a une réelle envie des gens, tout d'un coup, tout le monde est hyper fier. Comme quand tu gagnes un match de foot. C'est plus l'équipe qui a gagné, c'est on a gagné. On a tous gagné. On a fait une tech complètement incroyable. On a réussi à faire un truc que même Google nous envie, etc. Et ça, ce sentiment-là qui est assez beau, en fait, finalement, là où tout d'un coup, tout le monde est uni, c'est quelque chose qu'il y avait dans Shadow avec les collaborateurs de Shadow, c'est-à-dire toutes les équipes qui bossaient jusqu'à 4 heures du mat pour réussir à construire quelque chose, mais qui était partagé aussi par les utilisateurs, qui ne voyaient pas un produit, mais un projet. Et tous les utilisateurs, à 4 heures du mat, étaient réveillés aussi. Et tous nos investisseurs aussi. Et tout le monde vivait une aventure. Et ce n'est pas vraiment le défi de réussir à faire un objet qui est comme ci ou comme ça. C'est les questions que vont apporter justement la réalisation de ce projet. Qu'est-ce que ça implique pour la technologie? Quelle est notre responsabilité là-dedans? Comment on va construire quelque chose comme ça? Comment on va co-construire quelque chose? Et c'est mon meilleur souvenir, justement, c'était une sorte de. C'est l'apothéose de tout ça, d'une certaine façon. C'est à un moment, évidemment, on était hyper en retard. C'est important d'être hyper en retard, autrement, on ne fait pas bien les choses. Donc, on était hyper en retard pour livrer quelque chose. On devait le livrer 3 jours avant. Évidemment, on faisait des nuits, on était à une 5e nuit blanche. À 3 heures du matin, le jour là où on avait fait poireauter depuis 24 heures les gens pour leur faire attendre l'ordinateur, à 4 heures du matin, réellement, encore tout le monde était dans les bureaux. On était une trentaine dans les bureaux à ce moment-là. Et on a décidé de lancer un live pour expliquer là où on était aux gens. Et il y avait 600 personnes qui se sont connectées à 4 heures du matin, qui attendaient et qui regardaient avec nous où est-ce que ça en était et qui étaient extrêmement encourageants alors qu'on avait déjà une dizaine de jours de retard. Enfin, c'était assez beau. Et ce sentiment-là, ce sentiment de on est en train de construire ensemble et avec plein de bonne volonté, c'est un des meilleurs souvenirs qu'on a tous eu de Shadow. Et, et justement, en fait, par rapport à ce que tu dis là, c'est un truc qui était marquant sur Shadow, c'est cette notion de communauté. Comment tu construis cette communauté? Comment est-ce que tu embarques les gens sur un projet aussi fou? Comment est-ce que tu fais que justement les gens, à un moment, à 6 heures du mat, ils sont devant l'ordinateur en train d'attendre? Et comment tu fais aussi pour que, même si tu es en retard,
ils sont toujours avec toi et ils sont toujours en fait avec les étoiles dans les yeux. Et je le disais en fait en intro, aujourd'hui, tu parles à n'importe qui de Shadow, c'est un truc de dingue, quoi. Comment tu fais ça? Encore une fois, tout le monde a envie de rêver, hein. Tout le monde a envie de rentrer dans un univers féerique. Tout le monde a envie d'avoir un sens dans ce qu'il est en train de faire. Tout le monde veut avoir une utilité. Tout le monde veut participer. Tout le monde veut faire un grand projet. Quand tu construis quelque chose de beau et que tu as l'impression de participer, c'est incroyablement satisfaisant. Et c'est pas autre chose. C'est-à-dire que cette communauté, plutôt que de leur dire regardez ce que nous on a construit et regardez comme c'est sympa, bah, tout d'un coup, elle participait. Elle avait l'impression de participer au jour le jour à ce qu'on a construit. Participer dans la vision de comment avancer la société, c'est-à-dire qu'ils rentraient réellement dans les bureaux, ils faisaient des fêtes avec nous, mais ils voyaient comment on évoluait, et on se posait des questions, on était humains. On se posait des questions, ils nous aidaient à répondre, et avec cette idée qu'on a le droit de se tromper, évidemment. Mais donc, à un certain moment, quand le produit apparaissait, ils avaient l'impression, et c'est même pas qu'une impression, ils avaient réellement participé à sa construction. Et donc, automatiquement, je veux dire, si on commence le fait d'à ce moment-là être un peu impatient ou énervé ou n'importe quoi, ça n'a pas de sens puisqu'on l'a fait avec eux. Ça n'a pas de sens puisqu'ils ont vu chaque étape. Ça n'a pas de sens, enfin tu vois. Donc c'est pas, on leur a pas dit, vous allez avoir un produit dans 2 semaines et 2 semaines après, ah malheureusement on est en retard. Si, par contre on l'a fait, hein, mais ça c'était le mauvais marketing. L'idée c'est que effectivement pendant tous les jours, on leur dit regardez ce qui se passe. Et est-ce qu'à votre avis il faut plutôt qu'on fasse ça ou plutôt qu'on fasse ça parce que là on va être en retard ici si on fait ça, mais on aura ça. Enfin voilà. Et dès que tu comprends, dès que tu regardes un peu les problèmes des gens, évidemment tu vas plus les engueuler parce qu'ils sont en retard. Si tu es dans le métro avec eux pendant que le métro est arrêté, tu les engueules pas quand ils arrivent au bureau parce qu'ils ont 10 minutes de retard. Donc Et, c'est et un peu le même dernière, principe. et dernière question sur Shadow avant de parler de PowerZ, c'est il manque quoi aujourd'hui à Shadow pour réussir? Alors je sais que tu as toujours un pied plus ou moins en fait dans Shadow. Il manque quoi en fait à cette boîte pour réussir? Alors, je ne sais pas si on peut dire que la boîte ne réussit pas, je pense qu'elle réussit déjà pas mal. Effectivement, il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est un ordinateur qui est partagé par des dizaines de milliers de personnes. Ça remplit bien son but dans le sens de pouvoir montrer qu'on peut streamer de la puissance. Euh, ça rejoint un peu la question que tu m'avais posée, c'est quoi mon pire souvenir dans Shadow? C'est pas vraiment qu'il manque quelque chose, c'est que ça ne construit pas, ça ne fait pas ce que je voulais que ça fasse, qui était d'une certaine façon, ça ne veut rien dire, hein, changer le monde, mais effectivement, donner une nouvelle impulsion à la technologie, construire avec la communauté quelque chose, on l'a un peu moins. C'est devenu un peu plus une société habituelle, et en ça, on a raté, alors par plein de choses différentes, que ce soit les différentes étapes de la construction de Shadow, on avait un peu perdu ça. Voilà, donc c'est toujours une super tech, un ordinateur qui marche très bien, et en ça, c'est très très bien réussi. Maintenant, sur le principe des valeurs, d'avoir des valeurs un peu plus européennes, d'avoir quelque chose qui sert plus d'une certaine façon à l'humanité, on avait envie de faire un peu autre chose et d'avoir un peu plus d'impact. Quelque part, c'était aussi un excellent tremplin. Alors, justement, en parlant de tremplin, ton nouveau projet, c'est PowerZ. Alors, tu dis c'est un mouvement pour faire évoluer l'éducation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et où est-ce que tu en es dans le projet aujourd'hui? Alors, le principe de PowerZ, c'est hyper simple en fait. C'est si je demande à 10 personnes, vous me conseillez quoi comme application pour apprendre les maths à un enfant? À peu près personne répondra. Pareil si tu lui demandes pour apprendre à lire, pareil si tu lui demandes pour apprendre la géographie, l'histoire en fait. Alors que si tu lui demandes, vous me conseillez quoi comme mailer ou comme application pour faire de la visioconférence ou comme application pour gérer les notes de frais ou ce que tu veux, là tout de suite on te répondra, les 10 te répondront souvent la même chose. Il y a 3 ou 4 logiciels. Donc il y a une sorte de truc qui n'existe pas pour quelque chose qui est incroyablement important, surtout quand tu parles de changer le monde, l'éducation, d'une certaine façon. Et donc ce truc-là, on s'est posé la question, mais pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi j'ai envie d'éduquer mes enfants et de leur donner des trucs après l'école? Pourquoi ça n'existe pas? Et pourtant, il y en a 300 000 applications comme ça. Pourquoi ces 300 000 applications, finalement, ne sont que des cahiers de vacances un peu améliorés? C'est-à-dire que quand tu les appelles à table, ils viennent. Le projet de Power, c'était extrêmement simple. Quand ils jouent à Fortnite, à Mario Kart, à Zelda, qui regardent La Reine des Neiges, qui regardent Petit ours polarin, quand tu les appelles à table, ils ne viennent pas. Ce qui montre bien que ce n'est pas un truc qui a réussi, c'est à peu près tous les dessins animés, tous les jeux vidéo un peu sympas. Pourquoi on ne pourrait pas faire un truc comme ça, où en plus ils apprennent quelque chose, dont le but soit éducatif?
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire un jeu éducatif? Ça veut dire un truc là où ils vont pouvoir apprendre des dizaines, des centaines de domaines différents, que ça aille des mathématiques, du français, de l'astronomie, de la cuisine, du langage des signes, enfin plein de choses différentes qui sont à la géographie. Ça va être un vrai jeu, pas un jeu qui va être programmé en 2 mois, mais un vrai jeu un peu comme Animal Crossing, comme Pokémon. Tu dois collectionner plein de choses, tu dois mettre ta maison, ta cabane, la décorer un peu comme tu veux. Tu vas avoir plein de quêtes à la World of Warcraft. Enfin voilà, tu vas pouvoir aller là où tu veux et finalement ça va t'aider à trouver tes passions, ce qui te plaît. Il y a des quêtes qui vont te plaire, d'autres qui vont moins te plaire. Tu vas les refaire plusieurs fois. Tu n'auras pas l'impression d'apprendre, mais en réalité, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas construire des vrais trucs. Donc c'est un peu ça l'idée du jeu. En plus de ça, à l'intérieur, on va mettre une intelligence artificielle qui est à peu près le seul domaine où on est compétent dans tout ça. On va mettre une intelligence artificielle qui va se charger de modifier dynamiquement le monde pour être sûr que ça s'adapte à la vitesse de l'enfant, à ta vitesse, si tu joues à la vitesse de chaque personne, pour savoir, ah oui, lui, il aime plus les maths, il aime moins le français, il aime plus, il adore découvrir l'histoire, la géographie, etc. C'est comme ça qu'il apprend le mieux, c'est comme ça qu'il aime le plus se développer en fait. Et comment tu développes un tel jeu? Parce que c'est effectivement super, super intéressant pour les enfants. Je me reconnais vachement dans les enfants qui ne viennent pas à table. Comment tu construis ça? Tu construis ça seul? Tu construis ça avec des partenaires? Comment tu le fais? Bah, alors seul, jamais seul, évidemment. On a une équipe de rêveurs avec nous. Mais oui, effectivement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on on va vérifier qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Donc, comme je disais, on est à peu près correct en intelligence artificielle. On n'y connaît strictement rien en comment on construit un jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est pas mes Bomberman que j'ai codés il y a 10 ans qui nous permettent de me dire que je sais faire un jeu vidéo. Et en éducation, c'est pas parce que j'ai 2 enfants ou que j'étais moi-même à l'école que je sais comment on apprend quelque chose à qui que ce soit. Donc, d'une certaine façon, ces deux domaines, on ne les connaissait absolument pas. La première chose à faire, c'est d'aller voir des experts dans ces domaines-là, des experts très différents, et de vérifier qu'on est sur la bonne ligne. C'est ce qu'on a fait au tout début. On est allé voir des gens incroyables dans le domaine des neurosciences, dans le domaine de l'éducation très scolaire, dans les professeurs académiques et dans les écoles un peu alternatives, type Montessori et tout ça. On est allé voir Hachette et tous les livres Attire, enfin, pour savoir est-ce que ce qu'on fait a un sens, est-ce que ça existe déjà, et pourquoi ça n'existe pas d'ailleurs, et est-ce que vous pouvez nous aider à le faire pour avoir un contenu éducatif de qualité, pour ne pas dire n'importe quoi. Et effectivement, tous ces gens-là, réellement unanimement, ce qui montre que le projet arrive à un bon moment, ce qui montre que aussi, effectivement, notre expérience de Shadow a aidé et rassure les gens d'une certaine façon. Tous ces gens-là ont accepté de participer, d'investir, de former une sorte de board là-dessus et de suivre le projet. Et pareil, dans le domaine du jeu vidéo, on est allé voir des studios de jeux vidéo français, des experts du jeu vidéo en France, des influenceurs qui jouent toute la journée aux jeux vidéo devant des millions de personnes pour leur dire, et ça, est-ce que c'est sympa? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous pouvez nous aider à le créer? Est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon pour le faire? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, tu essaies de voir comment tous ces gens-là travaillent ensemble. Mais tous ces gens-là, pas que. Parce qu'en fait, ce qu'on voit de Shadow et ce qu'on a énormément appris de Shadow, et l'autre chose là où on est compétent, c'est comment tu fais un rêve à plein. À plein, c'est-à-dire pas juste ton équipe, pas juste les conseillers qui sont autour de toi, aussi compétents et experts qu'ils sont, mais effectivement, et surtout dans un domaine aussi important que l'éducation, tous les gens qui ont envie de participer. Comment tu réfléchis une sorte de, pour prendre des mots anglais horribles, de crowd thinking, comment tu réfléchis, tu construis quelque chose ensemble, pas le jeu lui-même, parce que je pense que les projets collaboratifs, c'est ce qui marche le moins bien, quelque part, et ça donne en général pas lieu à des trucs complètement dingues, mais comment justement tu vas réfléchir à des questions sociétales hyper importantes. C'est quoi la place de l'écran dans l'éducation d'un enfant? Est-ce que c'est une bonne chose? Comment tu vas pouvoir le limiter? C'est quoi la place de la sécurité? Est-ce que le parent doit tout voir? Est-ce qu'il doit y avoir des moments là où l'enfant est un peu… Comment tu vas… Est-ce que si l'enfant adore la poésie et passe des heures et des heures à créer des poésies, est-ce qu'il faut l'orienter un peu plus vers les maths quand même au bout d'un moment? Enfin, plein de questions comme ça qui permettent en réalité de façonner le jeu, de façonner le contenu et de définir qu'est-ce qu'on va faire à terme. Super projet. Et ma dernière question, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut entreprendre, tu lui dirais quoi? Entreprendre. En fait, bêtement, c'est hyper simple. Si tu fais de l'escalade et que tu es devant une grande paroi, d'accord? Tu as plusieurs façons de te faire. Tu peux te poser la question pendant 3 heures, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mais ça ne te permettra pas, tu n'auras aucun moyen de savoir si tu y vas ou pas. Et le fait de te dire, oh, elle a l'air un peu haute, elle a l'air un peu dangereuse, etc., je ne sais pas si j'y vais ou si je ne vais pas, quelque part, tu ne pourras pas répondre à la question. Par contre, si tu te dis, j'y vais et je verrai bien,
et que tu vois que la paroi est effectivement, là, tu vas essayer réellement de voir comment tu vas la grimper. Si tu n'y arrives pas, au bout d'un moment, tu n'y arrives pas, mais tu as vraiment essayé, tu as regardé tout ce qui se passe. Et le fait de ne pas avoir réussi, tu sauras pour la prochaine paroi déjà comment tu vas la grimper un peu mieux. Tu peux résoudre les choses que quand tu as décidé d'y aller. Si tu as décidé de ne pas y aller, tout paraît complètement insurmontable. Et en fait, le fait d'y aller, tu t'aperçois que tout est beaucoup plus simple. C'est marrant autour de moi. Et c'est vrai que l'idée entrepreneuriale, c'est un peu le truc des enfants, hein, ce que je disais. C'est-à-dire qu'à 8 ans, tu ne te poses pas la question j'y vais ou j'y vais pas. Tu ne te dis pas tiens, je vais faire une montgolfière, j'ai très envie en papier, mais est-ce que ça vaut vraiment les 5 heures que je vais passer dessus parce que je vais peut-être pas y arriver. Non, tu ne te dis pas ça. Tu prends ton papier, tu fais ta montgolfière. Après, c'est un truc tout nul, peut-être, mais au moins tu l'as fait, tu as fait ta montgolfière. Et là, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que je ne me pose plus la question est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Je ne sais pas si tu as vu en combien de temps je suis passé de Shadow à Cree Powers, qui sont 2 projets incroyablement ambitieux et les 2 me plaisent infiniment. Je ne me pose pas la question de qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut, etc. J'y vais et puis en fait, ça fait que les gens viennent. Et en fait, le faire, ça te donne confiance. Tu vois que tu arrives à faire des trucs, tu vois que tu n'arrives pas à en faire d'autres, c'est pas grave, tu arriveras à les faire de toute façon. Et cette confiance-là fait que la prochaine fois, en plus, tu ne te poses vraiment pas la question. Demande pourquoi des gens se posent la question. Et j'en suis à un état, effectivement, à me demander simplement, mais pourquoi les gens se posent la question d'entreprendre ou pas entreprendre. Évidemment, il faut entreprendre. Allez-y. Vous risquez quoi? Voilà, Ça c'est un sera, peu l'idée. ça sera le mot de la fin. On sent toujours autant en fait les étoiles qui pétillent en fait sur l'entrepreneuriat. Je te remercie beaucoup en fait Emmanuel pour ce moment passé avec toi et je vous souhaite bonne chance pour ce super projet. Merci beaucoup. Mais à bientôt. Salut!